Dominique Lalanne, je suis un physicien nucléaire à la retraite et je m'occupe depuis plusieurs dizaines d'années du désarmement nucléaire pour voir comment cette stratégie serait possible. Donc mon association, c'est Abolition des armes nucléaires, Maison de vigilance, et nous travaillons dans le contexte international ICAN, qui est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Les physiciens nucléaires, mes collègues, ne sont pas plus motivés que l'opinion publique en général. Donc, disons que moi je me suis intéressé à la question parce que j'ai travaillé dans les années 80 avec Solange Fernex et Théodore Monod qui ont dit que l'arme nucléaire était vraiment une arme d'abord immorale et qu'il fallait supprimer pour plein de raisons éthiques. Mais je me suis intéressé à ça aussi parce que au niveau nucléaire, je pense qu'on a une réflexion générale à avoir sur ce qu'on lègue aux générations suivantes. Et léguer aux générations suivantes des déchets nucléaires au niveau du nucléaire civil, c'est une première interrogation. Laisser aux générations suivantes la possibilité de s'entretuer et de détruire l'humanité, ça me semble absolument intolérable. Et je pense que notre message fort pour les générations suivantes, c'est de dire allez essayer de trouver une situation de sécurité pour vos enfants, vos petits-enfants et les générations suivantes. Avec quelques centaines de bombes qui explosent sur des villes, bon, d'abord les villes sont détruites, les réseaux téléphoniques, informatiques, les réseaux également de communication, de distribution d'eau, d'électricité, tout ça s'est remis en cause. Mais ce qui est plus grave, c'est que les fumées qui sont dégagées par les incendies dans les villes obscurcissent l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le scénario de l'hiver nucléaire. Et à ce moment-là, même quelques centaines de bombes qui, dans un conflit local comme l'Inde et le Pakistan, par exemple, incendieraient des villes, et bien à ce moment-là, ça obscurcirait l'atmosphère sur tout l'hémisphère nord et on ne pourrait plus avoir de récolte agricole en France, par exemple, s'il y avait un conflit en Inde. Donc, le scénario de l'hiver nucléaire provoque la famine et la fin de l'humanité. Ceux qui ne meurent pas sous la bombe meurent de faim. Tous les pays qui ont des armes nucléaires ont des programmes de modernisation. En 2018, la France va voter au niveau parlementaire une loi de programmation pour construire des sous-marins, des missiles et des avions pour les années 2030-2040 pour renouveler tout notre arsenal nucléaire. Donc on est effectivement dans une étape de modernisation des armes nucléaires. Il y en a actuellement 15 000 en service, 2 000 en état d'alerte et il faut déjà penser aux générations suivantes pour prendre la relève des armes qui seront obsolètes dans les 20 prochaines années. Ici vous avez des sous-marins à côté d'ici, à l'île Longue. En permanence il y a un sous-marin qui est en mer pour assurer l'état d'alerte en permanence, donc qui est prêt à envoyer 1000 fois Hiroshima sur des villes. Donc ça c'est une permanence en mer. On a aussi des bombardiers qui sont plutôt à l'île près sur la côte méditerranéenne, à Istres. Donc on a en permanence ce qu'on appelle l'état d'alerte et si jamais nos intérêts vitaux, je cite là le vocabulaire officiel du ministère de la Défense, si nos intérêts vitaux sont atteints, eh bien nous engageons une frappe d'avertissement nucléaire pour convaincre un pays de ne pas continuer dans son attitude agressive. Pour changer fondamentalement les choses, il faut repenser à la doctrine de dissuasion. La dissuasion ne marche pas il y a plein d'exemples. L'Argentine a attaqué la Grande-Bretagne qui a des armes nucléaires, l'Égypte a attaqué Israël qui a des armes nucléaires. Donc on sait que la dissuasion ne marche pas tout simplement parce que si jamais la dissuasion marchait, si jamais elle échoue, à ce moment-là, c'est la désintégration de tout le monde et celui qui agresse comme celui qui est agressé, tout le monde meurt à la fin. Donc on sait que ce n'est pas un scénario crédible. Donc ce qu'on propose, c'est que les pays remettent en cause cette doctrine de dissuasion et qu'ensuite ils voient les uns avec les autres comment petit à petit éliminer tous les arsenaux et changer de doctrine, non plus de méfiance les uns par rapport aux autres, mais de confiance les uns par rapport aux autres. Donc c'est plus un changement de mentalité qui nous préoccupe qu'un changement militaire. Après, le changement militaire suivra de façon inévitable. Ça m'arrive de rencontrer aussi bien à l'Élysée les conseillers défense qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de la Défense, des armées maintenant, ça a changé de nom. Eh bien je leur dis, qu'est-ce que vous
pensez au fond pour la sécurité de la France? Est-ce que vous, votre doctrine de dissuasion, c'est la seule doctrine possible, ou est-ce que vous imaginez qu'il n'y a pas un effet pervers? C'est-à-dire, vous avez trouvé la solution, vous dites avoir trouvé la solution, mais imaginez qu'elle ne marche pas. Est-ce que vous vous posez la question du plan B? Si la dissuasion ne marche pas, avez-vous un plan B? Et souvent, ce qu'ils me répondent, et qui est très décevant pour moi, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Et donc je me dis, il y a un effet pervers terrible de l'arme nucléaire, c'est qu'on a la solution, c'est finalement une arme psychologique. On essaye de convaincre des ennemis de ne pas nous attaquer, mais s'ils ne sont pas convaincus, eh bien, on n'a pas de solution. Et ça, pour moi, l'absence de réflexion sur réellement les conflits qu'on peut avoir au XXIe siècle, ça me semble très grave, de ne pas réfléchir aux conflits possibles qu'on peut avoir. ICAN a commencé en 2007, donc c'est 10 années de travail pour faire du lobbying, faire du plaidoyer et faire des dossiers, et pour obtenir ce vote à l'ONU qui est historique d'un traité d'interdiction. Maintenant, il est ouvert à signature, et quand il y aura 50 pays qui l'auront signé et ratifié, il entrera en vigueur et donc deviendra une vraie loi internationale. C'est un traité d'interdiction des armes nucléaires, d'interdiction de possession, de fabrication, d'utilisation, mais aussi d'interdiction de menaces. C'est-à-dire que la théorie de la dissuasion nucléaire devient maintenant interdite internationalement. Donc c'est une grande étape qu'on pourrait comparer à l'interdiction des armes chimiques et bactériologiques, et c'est une étape qui va permettre maintenant d'imaginer un processus d'élimination puisque ces armes sont interdites. Avant, les armes étaient autorisées, donc c'était difficile d'imaginer que les pays qui en ont les éliminent. Donc maintenant qu'elles sont interdites, eh bien on peut discuter des processus d'élimination. Alors c'est un traité qui a une valeur diplomatique et une valeur symbolique, on pourrait dire, pour montrer qu'on franchit une étape dans les armes nucléaires, mais c'est un traité qui va aussi avoir une valeur diplomatique, économique et industrielle, parce qu'il interdit toute activité qui a un lien avec les armes nucléaires. Donc les activités de fabrication de bombardiers, fabrication de sous-marins vont être interdites, les activités bancaires de financement ou d'aide au financement des armes nucléaires vont être interdites. Pour des pays qui refusent de signer le traité, évidemment, ils ne sont pas concernés, mais la plupart des industries, la plupart des banques travaillent au niveau international, et donc ça va perturber un certain nombre de fonctionnements qui sont liés aux mises en place d'armes nucléaires, et donc ça va vraiment changer la situation internationale.